Bonjour Laurence, Bonjour Baptiste. merci d'avoir accepté ce podcast pour Sport Performance Formation. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors moi je m'appelle Laurence Fouillat, je suis pratiquante de jiu-jitsu brésilien. Je suis compétitrice depuis 20 ans dans cette discipline. J'ai été la première européenne ceinture noire et la première européenne à être championne du monde en ceinture noire. Voilà. À côté de ça, je suis prof dans notre club avec mon mari. On est basé sur Toulouse aujourd'hui et le club s'appelle SMAT. Voilà. Et comment tu es arrivé à pratiquer du jiu-jitsu brésilien? Alors, j'ai pratiqué d'abord d'autres sports. J'ai commencé par la gymnastique quand j'étais petite, et ensuite mon père, voyant que j'aimais pas la compétition et que j'étais pas très grande, il s'est dit que ce serait pas mal de m'inscrire dans un sport de combat. Donc à l'époque, il avait vu un reportage sur l'aïkido, donc il s'était dit bah c'est parfait, il n'y a pas de compétition visiblement puisque c'était là le blocage en gymnastique, ce sera mieux pour moi. Donc j'ai commencé comme ça et on avait un prof en fait qui nous faisait découvrir d'autres sports de combat, donc j'ai touché un petit peu à tout jusqu'à ce qu'il nous présente quelqu'un qui pratiquait du jiu-jitsu brésilien et donc on a été initié à la discipline. C'est comme ça qu'on a commencé parce que à l'époque il y avait pas internet, enfin pas internet, pas les réseaux sociaux surtout, pas YouTube. Donc pour connaître un petit peu les disciplines, c'était souvent sur du bouche à oreille ou dans les magazines spécialisés qu'on pouvait un petit peu trouver des informations. D'accord. Et tu as dit que tu n'avais pas la compétition, du Ouais, coup c'est un contraste avec ta carrière. complet. Un contraste complet avec ma carrière. En fait, le déclic est arrivé un petit peu plus tard. J'avais à peu près 17 ans, donc ça faisait déjà une bonne année que je faisais du jiu-jitsu brésilien et celui qui nous avait initié m'a trouvé que j'avais des qualités et que ça pouvait être intéressant de le faire en compétition, donc c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Et comment est arrivé l'enseignement? Est-ce que tu as toujours voulu enseigner, partager? Alors non, l'enseignement est arrivé beaucoup plus tard, enfin beaucoup plus tard. Quelques années plus tard, ça a commencé par mon professeur en fait sur Paris qui m'a offert la possibilité de pouvoir enseigner quelques cours parce que j'étais dans un gros club à Paris où il y avait énormément de cours, donc c'était vraiment la possibilité de pouvoir voilà me responsabiliser sur un cours. Donc j'ai commencé comme ça et j'enseignais aussi aux enfants. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, je n'ai plus eu l'occasion d'enseigner parce que c'est vraiment le côté compétitrice qui a pris le dessus. Donc, j'en avais pas l'occasion. Et finalement, c'est arrivé beaucoup plus tard, quand on est arrivé sur Toulouse, où en fait, j'avais un petit souci au niveau du dos et j'avais envie de transmettre ma discipline et transmettre mes connaissances. Donc, c'est comme ça vraiment que je me suis impliquée dans l'enseignement. D'accord. Et comment on devient du coup ACMAT? C'est une affiliation? C'est... Alors Tu peux m'en aujourd'hui, dire plus? alors aujourd'hui en fait on a créé le club avec Erwan, mon mari. On a créé le club il y a maintenant plus de 10 ans et en fait on a créé le nom SMAT et ensuite on a la possibilité d'aller chercher une affiliation avec quelqu'un d'autre. Alors l'intérêt c'était à la base c'était d'avoir quelqu'un qui est référencé ceinture noire au-dessus de moi pour pouvoir on va dire régulariser les grades au niveau de la fédération internationale. Concrètement, nous, on n'en avait pas besoin parce que j'étais complètement autonome au niveau du grade, donc on aurait pu faire sans. Mais on a choisi d'avoir une ouverture à l'international, donc c'est pour ça qu'on était affilié avec une équipe américaine. Mais là, on est tout juste en train de changer, tu vois, on a quitté l'équipe américaine il y a tout juste un mois, ouais, un mois et demi. Et en fait, on va retrouver nos anciens professeurs qui sont sur Paris, et donc pouvoir être SMAT, d'avoir vraiment notre identité, et ensuite d'être rattaché au groupe Infinity qui est sur Paris, qui était là où on s'entraînait avec Erwan avant de quitter Paris. D'accord. Du coup, est-ce que tu as des objectifs par rapport à ça sur du court, moyen, long terme?
Le court terme, c'est avoir des vrais échanges avec des gens qui sont compétents dans tout ce qui pourrait être apporté pour des compétiteurs, parce qu'aujourd'hui, on a un club avec des gens qui sont loisirs et puis des gens qui sont aussi compétiteurs et qui sont intéressés par la compétition. Donc le but, c'est de leur apporter un maximum, on va dire, d'éléments qui peut leur permettre d'aller chercher la performance et de s'améliorer pour aller chercher vraiment la performance en compétition. Et ça passe par plein de choses. Ça passe par évidemment la technique, parce que la technique est un peu infinie en jiu-jitsu brésilien. Et c'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, parce que chacun a un peu des spécialités dans différentes, on va dire, approches, ou même au niveau vraiment des grandes familles techniques, on va dire. L'intérêt aussi, c'est d'aller chercher des gens qui sont bons sur la stratégie, même si moi j'ai été compétitrice, c'est toujours intéressant d'aller chercher autre chose, sachant que là, on va vraiment être rattaché donc à nos anciens professeurs, dont un qui m'a vraiment, on va dire, bien encadré et bien préparé quand j'ai été championne du monde. Donc voilà, c'est ça l'intérêt en fait, d'aller chercher ce groupe-là en fait qui est sur Paris, qui est déjà assez gros puisqu'ils sont champions de France par équipe là 2023 en kimono et en nogi aussi. Donc c'est vraiment grossir encore cette équipe et retrouver des gens qui étaient avec nous, qui sont aussi profs dans d'autres clubs qui sont aussi affiliés. Et c'est vraiment se rassembler, voilà, les anciens se rassembler pour pouvoir avoir encore un club, en fait, on va dire, en affiliation qui est vraiment encore plus grosse, quoi. D'accord, très bien. Du coup, en parlant de performance, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu as mis, qu'est-ce que tu mets en place autour de toi afin de l'optimiser et un peu les étapes, qu'est-ce que tu as connu en premier, qu'est-ce que tu as mis, qu'est-ce que tu as gardé, des choses que tu n'as pas gardées et comment tu as développé ce développement tout autour de toi. Ben, au début, je pense que naturellement, j'étais assez méthodique. Je suis quelqu'un qui planifie énormément les choses. Euh, C'était un peu sans m'en rendre compte. J'ai vraiment pris conscience de ça un petit peu plus tard. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était très très méthodique dans mon fonctionnement, à planifier les choses. En même temps, ça me rassure et en même temps, c'est une façon finalement d'enlever l'imprévu et de vraiment pouvoir tout contrôler par rapport à la recherche de la performance. Donc, au début, on va dire que moi, j'étais vraiment, quand j'étais compétitrice sur Paris, c'était vraiment mon professeur qui mettait ça en place. Donc, à l'époque, on mettait en place, donc, en termes de jiu-jitsu brésilien, ça a été vraiment de la stratégie, tu vois, on part d'un point, d'une position, et à partir de là, on construisait vraiment tout on va dire, un arbre généalogique, tu vois, avec différentes branches, que ce soit les attaques, les défenses, en fonction des situations dans lesquelles je pouvais être confrontée lors de combats. Et mon entraîneur était déjà comme ça, mais du coup, je le suis devenu aussi. C'est qu'en fait, quand j'ai été championne du monde, il avait analysé les jeux de mes adversaires, notamment un jeu, celle que j'avais en finale, qu'il avait analysé et qui m'avait, parce qu'en fait mon entraîneur n'était pas là quand j'ai gagné le titre. C'était quelqu'un d'autre qui m'a coaché, mais donc du coup à distance, il m'avait vraiment envoyé tout un mail qui expliquait vraiment comment il fallait que je l'attaque, comment il fallait que je défende, à quoi il fallait que je fasse attention, etc., etc. Donc ça c'est vraiment de la stratégie. Et moi personnellement j'aime beaucoup la stratégie, je trouve que c'est très intéressant. Donc ça veut dire maîtriser un minimum le règlement par rapport à ça. D'ailleurs aujourd'hui on a un arbitre de la fédération au sein du club, donc c'est un atout supplémentaire. Donc là, ça a commencé par ça. Ensuite, au niveau alimentation, c'est vrai on- on bidouillait au début, hein. C'était vraiment ça, de bidouiller sur l'alimentation, mais ça s'est vraiment, on va dire, un petit peu plus professionnalisé. Alors moi, j'ai plus fait de la recherche là-dessus. Il y a notamment Christophe Cario qui est assez pointu dans tout ce qui est nutrition, santé et sport. Donc je me suis appuyée un petit peu là-dessus pour compléter au niveau de l'alimentation. Pareil, alors je suis pas quelqu'un qui prend vraiment des compléments alimentaires, mais par contre tout ce qui est macronutriments, oui, tu vois, tout ce qui est vitamines, tout ce qui est oméga 3, ce genre de choses, c'est plus quelque chose que je prends. Pas de protéines, c'est pas quelque chose que je consomme au quotidien. Donc voilà, en fait, on va dire qu'il y a différents piliers que j'ai mis en place. Les derniers piliers que j'ai mis en place, ça a été notamment la préparation mentale. Ça s'est fait un petit peu par hasard.
après, on va dire, un décès qui s'est passé dans notre famille et j'ai été très touchée et ça s'est passé juste avant un championnat du monde. Donc c'était pas il y a pas si longtemps. Et l'un des entraîneurs en équipe de France m'a proposé son aide, donc j'ai accepté finalement son aide. Je savais pas en quoi ça consistait. Et donc ça a commencé comme ça, donc au niveau de la préparation mentale. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis à un peu évacuer les choses et pouvoir partir un petit peu plus sereine en compétition. Et de là, en fait, j'ai poussé un petit peu plus. J'ai accepté en fait de me laisser driver par, euh, par cet entraîneur-là qui n'était pas mon coach en compétition justement. Et on a fait tout un travail un petit peu plus poussé au niveau profilage, un petit peu comment je fonctionnais. Et à partir de là, bah, ça m'a beaucoup aidé, notamment pour ce championnat du monde-là. Je me suis jamais autant senti bien que sur ce championnat du monde-là. Et ça m'a pris conscience de certaines choses aussi. C'est vrai que j'étais persuadée, je te donne un exemple, j'étais persuadée par exemple que j'avais besoin d'un coaching technique en compétition, alors qu'en fait non, c'est pas un coaching comme ça qui est nécessaire pour moi. C'est plus quelque chose pour me rassurer. Il y a des choses que j'ai transformées en fait au fur et à mesure du coup avec cette préparation mentale, notamment tu vois, on écoute souvent de la musique avant de monter sur le tatami. Ben, j'ai complètement transformé ma musique parce que finalement c'était pas quelque chose qui m'allait bien. Enfin, j'étais persuadée que ça m'allait. Au final, c'était pas forcément quelque chose qui était positif pour moi sur le tatami, même si ça avait toujours fonctionné. Mais là, c'était intéressant de voir différemment et je trouvais que ça m'allait mieux. Alors peut-être que l'âge aussi a joué dans cette évolution-là, mais ça a été quelque chose d'important. Et à partir de là, on a vraiment approfondi avec la préparation mentale pour mettre en place plein d'outils, ce qu'on appelle des boucliers pare-feu, ce genre de choses. Et c'est là vraiment que je me suis rendu compte de comment je fonctionnais. Et c'est ça qui est intéressant dans la préparation mentale, c'est que au-delà de la performance, c'est que ça permet d'apprendre à se connaître et c'est à partir de là que peut-être qu'on devient un peu plus performant derrière. Donc du coup, on avait mis en place voilà toute une procédure, on va dire, c'était pour les Jeux mondiaux l'année dernière, où finalement on avait tout planifié de A à Z du moment où j'allais être la veille de la compétition jusqu'au moment où je montais sur le tapis, bah, de ce qui allait se passer. Donc c'était vraiment réduire au maximum les imprévus pour pouvoir justement, bah, s'il y en avait qui survenaient, de pouvoir les gérer beaucoup plus facilement. Donc la préparation mentale m'a beaucoup beaucoup aidé. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Si, la préparation physique, c'était quelque chose au final que je faisais pas trop sur Paris, même si lors d'un tournoi j'ai dû en faire, mais parce qu'il a fallu que je monte de catégorie, donc c'était un petit peu particulier. Mais la préparation physique, oui, alors donc je l'ai faite à SPC assez régulièrement pour me préparer pour les différentes échéances de tournois que j'avais. Alors la difficulté, c'est de pouvoir euh, gérer tout mon planning entre bah, le travail que je fais en 39 heures, plus les cours que je donne, plus voilà le côté administratif du club, plus donc la préparation physique. Donc là, je me suis vraiment, c'était notamment pour les Jeux mondiaux, où je me suis vraiment appliquée à être régulière là-dessus. Et en plus, je me suis blessée, donc ça a été encore plus nécessaire pour pouvoir vraiment récupérer au niveau de mon genou. Et je pense que ça fait partie aussi de mon process de, voilà, de planifier ce genre de choses pour un petit peu rassurer aussi le mental. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis sentie surtout sereine par rapport à cette compétition-là. Donc voilà. Et puis après, il y a des petits éléments qui arrivent de temps en temps qui sont toujours intéressants, comme par exemple tout le travail de respiration. Alors j'en avais déjà un petit peu fait avec la préparation mentale. C'est quelque chose que je fais très régulièrement. J'ai même envie de dire quotidiennement. Donc ce qui s'appelle la cohérence cardiaque. C'est quelque chose donc, que je fais tous les jours, plutôt le soir, au repos quand j'ai vraiment fini toute ma journée. Je le fais souvent le soir. Et c'est quelque chose voilà qui est rentré dans mon quotidien et qui devient un petit peu voilà habituel de faire ce genre de choses. Ça fait partie de ma journée de faire de la cohérence cardiaque. Donc je l'ai découvert avec la préparation mentale, tout comme la méditation. La méditation, c'était quelque chose dont on m'avait parlé il y a quelques temps, mais voilà, je l'avais pris en considération, mais j'avais pas encore traité cette information-là. Et finalement, elle est arrivée un moment donné
où j'en ai eu besoin et donc mon préparateur mental m'y a initié. Donc j'ai commencé avec une application que j'ai toujours et avec laquelle je travaille toujours d'ailleurs. Et donc pareil, la méditation c'est devenu quelque chose de quotidien pour moi. Euh, Plus souvent le soir. Le soir, pareil, après ma cohérence cardiaque, je fais aussi une petite séance de méditation. Alors ça peut aller de 2 minutes si vraiment j'ai pas trop le temps et que je suis très très fatiguée, je suis rentrée tard, jusqu'à y passer 10 minutes, un quart d'heure. Ça peut m'arriver aussi de le faire en journée et ça m'arrive de le faire plusieurs fois par jour quand je me rapproche d'un tournoi ou quand je suis dans une période de compétition à l'étranger. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait partie aussi de mon quotidien, tout comme la respiration. Et j'ai trouvé aussi très intéressant, donc comme je dis, plein de petits éléments qui sont rajoutés. Les techniques de respiration que j'ai pu faire avec Leonardo, qu'on a pu faire ensemble, qui étaient vraiment aussi très intéressantes. Notamment l'approche avec le froid, quelque chose que je n'aimais pas du tout. Et finalement, je suis quelqu'un qui aime les défis, donc je le rentre un petit peu comme un vrai défi de m'exposer au froid. Alors je le fais pas souvent, mais quand j'ai une occasion, par exemple sur un centre un petit peu de remise en forme et qu'il y a un bassin froid, ben en fait je me lance le défi, voilà, je réfléchis plus, je me mets dedans et c'est devenu quelque chose que je n'aurais pas pu faire avant et qu'aujourd'hui je suis capable de faire. Donc voilà, c'est plein de petits éléments qui se sont rajoutés et que je vais conserver, même si aujourd'hui je fais beaucoup moins de compétition puisque maintenant je bascule en master chez les plus de 30 ans, même si j'en ai encore un peu plus. Mais voilà, c'est quelque chose que je garde au quotidien parce que pour moi c'est une vraie hygiène de vie en fait, avant tout. D'accord. Et donc du coup, avec tout ce que tu as découvert, mis en place, quels pourraient être les conseils que tu donnerais à tes élèves ou à ceux qui nous écoutent sur ce que tu conseilles de mettre en place de manière progressive ou par ordre de priorité? Alors, bah, c'est ce qu'on appelle vraiment les piliers de la santé, parce que bon, pour tout athlète, évidemment, c'est tout ce qui va être récupération, sommeil, l'alimentation, parce que l'alimentation, ça fait partie vraiment intégrante, c'est le carburant hein, de notre corps, donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Et ensuite, ça va être voilà des petites choses en plus qui peuvent être mises. Moi, la méditation, c'est vraiment un outil. Euh, il faut que ça rentre et voilà que ce soit fait de façon régulière. Je pense qu'il faut le faire progressivement pour vraiment prendre conscience de la chose. Il faut que ça ait une utilité aussi pour la personne. Moi, ça m'a permis de me concentrer à certains moments, voire même d'oublier certains moments de stress et faire descendre ma fréquence cardiaque, notamment quand je suis juste avant de monter sur le tapis, où je suis un petit peu, on va dire, très tendue, très stressée par l'événement, par le tournoi, par le combat. Et notamment avant le premier combat, c'est quelque chose qui peut vraiment rentrer dans ma routine. Alors moi, c'est plus la cohérence cardiaque qui rentre, mais la méditation, je pense que c'est quelque chose qui peut être un vrai outil. Être capable de mettre son cerveau au repos, parce qu'on a toujours tendance à réfléchir. Donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment un outil en plus. En fait, je pense qu'il y a plein de petits outils, on les découvre au fur et à mesure. La performance aujourd'hui, je pense que dans notre sport, alors je sais pas comment ça se passe dans les autres sports, mais je pense que dans notre sport, je veux dire, on a à peu près tous le même niveau, au niveau technique, on a tous les moyens d'avoir une connaissance technique. Donc là, ça va jouer sur d'autres éléments, des petits éléments sur lesquels vraiment on peut prendre le dessus sur l'autre, être bien au moment du combat, être bien avant de combattre, tout le temps qui est en amont d'être bien. Donc ça passe par l'alimentation, le sommeil, la récupération. Voilà, après, dans la récupération, je sais qu'il y en a qui s'exposent au froid pour bien récupérer. Ça peut être aussi une bonne solution. Enfin bref, voilà, c'est tous les petits éléments, les petits plus en fait, qui vont faire que ben, ça va se jouer au moment du combat, quoi. D'accord. Et du coup, est-ce que tu proposes des choses à tes élèves ou à terme, est-ce que c'est des choses que tu aimerais proposer ou mettre en place, notamment pour les compétiteurs que tu vas encadrer? Alors nous, on leur fait de temps en temps des petites initiations. Là, par exemple, ils ont eu 2 initiations à la préparation mentale. Une qui était, alors que je dis pas de bêtises, je crois que c'était il y a 5 mois peut-être, où c'était vraiment une approche un peu plus générale sur la préparation mentale, sur la méditation. Et là, on a fait vraiment, il y a un mois de ça, on leur a fait venir donc mon préparateur mental,
qui a beaucoup d'expérience et qui travaille avec énormément d'athlètes qui potentiellement peuvent se sélectionner pour les Jeux Olympiques. Donc c'est quelqu'un qui a des compétences qui sont intéressantes pour un athlète. Et donc là, il aura fait tout un travail qui est un peu plus lié au profilage. Donc ils sont repartis avec des éléments pour un peu se connaître, des éléments qu'ils peuvent tout de suite mettre en place en fait avant leur échéance de tournoi. D'ailleurs, ils les ont mis en place avant le championnat de France pour ceux qui étaient présents avec lui. Donc c'était intéressant d'avoir des retours. Euh, L'avantage de l'avoir fait venir, c'est que ils ont tous rempli une fiche à la fin avec différents éléments, différentes questions qui leur étaient posées. Et en fait, moi, je leur ai proposé de me donner leur fiche pour que je puisse un petit peu connaître leurs attentes, parce que bon, c'est aussi pour les gens qui sont au loisir comme pour les compétiteurs, ça permet d'un peu un peu plus les connaître, un peu plus connaître, on va dire, leurs points à améliorer et leurs points où ils se sentent forts. Et ça peut être eux leur impression, mais moi j'ai peut-être une autre impression. Aaron aussi peut avoir une autre impression sur leurs points forts qui sont peut-être pas aussi forts que ça, et des points à améliorer qui sont peut-être un peu plus forts que ce qu'ils pensent. Donc voilà, c'est des outils qu'on leur propose par rapport à ça. Et en fait, dès qu'on aura d'autres possibilités, on leur fait des petites initiations comme ça. Le but, c'est pas de les pousser absolument, parce que si on pousse quelqu'un à faire quelque chose, généralement, il n'y a pas le résultat qui suit et ça s'arrête assez rapidement. Le but, c'est vraiment que on les initie, on leur propose des petites initiations, et puis si ça les intéresse, on pousse plus loin, et ça permet aussi de nous aider en tant que coach pour pouvoir un peu mieux les connaître pour pouvoir les coacher. Là, par exemple, dans 10 jours, on a notre entraîneur qui descend, qui est quelqu'un qui est très très fort dans tout ce qui est stratégie au niveau des combats, et qui va être intéressante, que l'on va proposer. On va essayer de faire quelque chose un petit peu à part avec notamment de compétiteurs, pour qu'on puisse vraiment travailler sur leur stratégie, leur apporter des éléments supplémentaires pour que ils soient un peu plus performants en compétition, et que ce soit mieux pour eux, quoi. D'accord, super. Bon, ben, écoute, Laurence, c'est vraiment très complet, super intéressant pour nous et pour tes élèves. Ouais, ouais, ouais. Donc, si toi aussi tu as d'autres idées, n'hésite pas, hein. Ouais, On est c'est prêt avec à leur faire plaisir. découvrir d'autres choses, et des choses peut-être que moi j'ai pas découvertes, mais qui peuvent être intéressantes pour les élèves par la suite. D'accord. Et qu'est-ce que l'on peut te souhaiter? Court, moyen, long terme, dans l'enseignement et dans ta compétition personnelle? Alors moi je suis vraiment dans une optique, alors sur du long terme, c'est maintenant je suis sur de la longévité. Tu vois, au début tu penses sur vraiment des compétitions, mais aujourd'hui pour moi c'est pratiquer le plus longtemps possible et pouvoir garder un niveau le plus longtemps possible et pouvoir combattre le plus longtemps possible. Alors quand je dis combattre, c'est évidemment combattre avec des gens de ma catégorie d'âge, mais voilà, toujours pouvoir tenir la route, être toujours en bonne santé, parce que je pense que ça c'est vraiment important. C'est vraiment quand on est blessé qu'on se rend compte combien c'est important la santé. Et puis au niveau de l'académie, c'est continuer à la faire évoluer, et l'objectif, c'est vraiment que les élèves qui font la compétition s'épanouissent dedans et prennent vraiment du plaisir. Donc c'est pouvoir voilà, continuer à leur offrir des outils supplémentaires pour qu'ils soient plus performants. Ouais, c'est vraiment quelque chose nous intéresse aussi. Tout comme les loisirs aussi, il faudrait vraiment faire grandir le niveau du club, quoi. Voilà. Super. Mais écoute, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Eh ben, merci beaucoup. Laurence, je te remercie pour ton temps et je te dis à très vite. Merci à toi de m'avoir invité, et puis à très bientôt. Salut. Salut Baptiste, salut.